8h34 sur Radio J et ce matin, votre invitée Eva et Galia Ackerman, vous la recevez. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour Eva. Vous êtes historienne, écrivaine, traductrice, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. On revient avec vous sous cet angle par rapport à l'actualité au Moyen-Orient. La Russie a évoqué la frappe imputée à Israël à Téhéran en parlant de violation du droit international et en la condamnant. Pourquoi ? Écoutez, la Russie est une alliée du Hamas, ouvertement. La Russie est une alliée du Hezbollah, ouvertement, de l'Iran, ouvertement. Bien sûr que la Russie condamne cette frappe. Quand vous dites, Galia Ackerman, quand vous dites ouvertement, qu'est-ce que ça veut dire exactement et concrètement ouvertement ? Ça veut dire que les délégations du Hamas viennent à Moscou, que la Russie, certes pas ouvertement, mais a aidé au Hamas à préparer cette attaque du 7 octobre. Comment ça ? Vous savez, vous vous souvenez que juste après cette attaque, il y avait une information, ou plutôt désinformation, comme quoi les Ukrainiens auraient livré les armes au Hamas. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a déjoué les craintes d'Israël en disant qu'elle envoyait une grande partie d'armes à l'Ukraine, mais ensuite, ça s'est passé par l'Ukraine, mais une grande partie de ces armes a été ensuite transférée en Syrie pour être récupérée par le Hamas. Donc, je pense que c'est vraiment des cris d'orfraie parce que la Russie a choisi son côté et son côté n'est pas à côté d'Israël. La Russie a choisi son côté, dites-vous, Galia Ackerman. Justement, on évoque par rapport à ce qui se passe, ces nouveaux blocs qui sont en train de se créer, la Russie, la Chine qui effectivement s'oppose à Israël, s'oppose grosso modo aux démocraties libérales occidentales. On parle de nouvelle guerre froide. Est-ce que vous validez ce terme ? Je pense que c'est un terme un peu trompeur parce que ça évoque en quelque sorte les bons vieux temps. Pendant la guerre froide, il y avait deux grands blocs et les règles du jeu étaient claires. Aujourd'hui, dans un monde multipolaire, il y a toutes sortes de coalitions ad hoc qui se forment et se dissolvent. Et aussi, la guerre est beaucoup plus complexe parce qu'il s'agit d'une guerre hybride qui comprend une désinformation massive, création de fake news, des ingérences dans les élections, des actes de sabotage, des meurtres ciblés, etc. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus dangereux et moins prévisible que celui de la guerre froide. Donc peut-être il faut parler non pas de la guerre froide, mais plutôt de la guerre hybride entre, en tout cas, le bloc occidental et je ne voudrais pas utiliser une expression très banale de l'axe du mal, mais vous avez de l'autre côté quand même la Russie, la Chine qui est plus prudente, l'Iran, la Corée du Nord qui livre les armes à la Russie et quelques autres pays parias, mais qui sont soutenus souvent, et ce bloc, donc deuxième bloc, par plusieurs pays du Sud global dans le cadre de la politique généralement anti-occidentale et soi-disant anti-impérialiste. Galia Ackerman, vous parlez de guerre plus complexe. Est-ce que cette guerre plus complexe, elle se manifeste aussi au Moyen-Orient
avec des forces comme des alliés de la Russie qui sont en lutte avec d'autres forces. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait aussi justement à l'époque de la guerre froide. Comment ça se manifeste ça au Proche-Orient aujourd'hui? Ben, au Proche-Orient, il y a des pays qui sont maintenant qui ont une position, je dirais, plus attentiste vis-à-vis d'Israël tout en le condamnant, les pays qui ont fait la paix avec Israël, et il y a des pays qui suivent l'Iran. C'est aussi un peu la différence entre le monde chiite et le monde sunnite. Euh, et la Russie, dans tout ça, joue des jeux très troubles parce que, d'une part, encore une fois, très ouvertement et complètement, elle est du côté de l'Iran, mais elle a aussi des relations assez complexes avec l'Arabie saoudite et on ne peut plus dire que l'Arabie saoudite, par exemple, appartient totalement au camp pro-occidental, comme c'était le cas Auparavant. dans le passé, et notamment l'Arabie saoudite n'a pas joué le jeu pour calmer la montée des prix du pétrole. C'est-à-dire que là, elle joue avec la Russie. C'est pour ça que je dis que maintenant, les coalitions se forment et se dissolvent ad hoc dans une question. L'Arabie saoudite peut être plutôt pour l'Occident parce qu'elle est contre l'Iran, mais dans un autre cas, elle va défendre ses propres intérêts économiques qui la placeront aux côtés de la Russie. Galia Ackerman, il y a aussi cette actualité, cette interview que le président Zelensky a accordée à plusieurs médias, notamment des médias français, où il semble faire un pas il en appelle même d'ailleurs à la Chine pour qu'elle aide à mettre fin au conflit en Ukraine. Que s'est-il passé ? Je pense que la Russie continue à grignoter le Donbass surtout. Et ce qui est plus important, c'est que la Russie a détruit entre 80 et 85% des installations énergétiques de l'Ukraine. C'est extrêmement pénible parce que partout en Ukraine, il y a des coupures d'électricité très longues, il y a des tentatives d'économiser l'électricité, il y a même des hôpitaux qui travaillent avec des générateurs pour assurer le flux continu de refroidissement. Mais si cette situation est très mauvaise en été, il faut penser à ce que ça va devenir en hiver. Vous savez, l'électricité, c'est pas seulement les ampoules électriques et les appareils domestiques, c'est par exemple aussi tout le système de pompage et d'épuration des eaux. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas, de chasse d'eau. Pas d'électricité, pas d'eau dans les appartements tout court. Et il faut dire que dans les villes ukrainiennes, à Kiev, il y a des quartiers entiers où il y a des bâtiments de 20-30 étages. Comment vous imaginez la vie dans tout ça en hiver en particulier? C'est avec l'ascenseur qui ne fonctionne pas, avec l'eau qui n'arrive pas. Si la guerre ne s'arrête pas avant l'hiver prochain, il est possible que nous assistions à une migration massive de millions de personnes, en partie dans les campagnes ukrainiennes, mais aussi en partie en Europe. L'Ukraine se dépeuple. Et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky donne l'impression, entre guillemets, de baisser les bras. Il ne baisse pas les bras, mais je pense qu'il y a peut-être une sorte de, sinon le consensus, mais en tout cas l'idée que l'Ukraine puisse reprendre tous les territoires occupés. Je rappelle que il s'agit quand même de 20% du territoire ukrainien, et en termes absolus, c'est quelque chose comme plus de 100 000 kilomètres carrés. Est-ce qu'il est réaliste de les reprendre dans les conditions de la débâcle
débâcle, en premier lieu débâcle énergétique, c'est peut-être pire que tout. Et donc je pense qu'il y a peut-être maintenant une idée, sous pression internationale, d'obtenir un cessez-le-feu avec peut-être tous les territoires actuellement sous contrôle russe qu'ils resteront, peut-être sous pression, encore une fois, internationale. Oui, il y aura des concessions du côté russe. Il est clair, en tout cas, il est clair que il faut pas rêver de reprendre le Donbass. Tous les territoires, oui, notamment le Donbass. C'est à suivre avec vous, ce sera à suivre avec vous. Merci beaucoup, Galia Ackerman, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes écrivaine, traductrice, historienne, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Merci beaucoup, bonne journée. Et merci à vous, Eva Soto. Merci, on vous retrouve dans un quart d'heure, Eva Soto, pour un nouveau rappel des titres.